Mali, la rébellion se désolidarise du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. L'accord de paix ne semble pas être respecté. Au Burundi, c'est Amnesty International qui fait des dénonciations à travers un rapport. Des opposants à Nkurunziza subissent de graves tortures. Les Sud-Coréens ne démordent pas. Les manifestations anti-Corée du Nord se poursuivent à la frontière. Des excuses exigées. Bonsoir chez vous, merci de répondre à ce rendez-vous des informations sur Sika, mesdames et messieurs, bienvenue. La rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali a suspendu dimanche sa participation au comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. De nouveaux accrochages ont en effet opposé le 15 août dernier des groupes armés pro-gouvernementaux aux rebelles de la CMA, faisant 10 morts selon l'ONU. Chaque parti accuse l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu. La mission de l'ONU au Mali a établi, après ces incidents, une zone de sécurité autour de Kidal pour tenter de faire baisser la tension. L'accord de paix d'Alger a été signé au printemps pour mettre un terme au conflit au Mali. Il a été signé par le gouvernement et les groupes rebelles Touareg du nord du Mali. Le comité de suivi dirigé par l'Algérie avait été mis en place en juin après la signature de l'accord de paix d'Alger par la CMA afin de superviser sa mise en application. Nous poursuivons ce journal direction le Nigeria pour dire que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon est arrivé dimanche au Nigeria pour y commémorer la meurtrière attaque de Boko Haram perpétrée contre l'organisation internationale en 2011. Lors de son séjour qui est prévu pour durer 2 jours, la lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria devrait être au centre de ces discussions avec le président Muhammadu Buhari ainsi que le développement et le changement climatique. Voici plus de précisions à travers ce reportage. L'avion du secrétaire général de l'ONU a atterri vers 16h, soit 15h GMT à Abuja. Ban Ki-moon n'a pas fait de déclaration lors de la cérémonie d'accueil à l'aéroport d'Abuja, mais il doit s'entretenir avec les gouverneurs des États du Nigeria plus tard dans la journée de dimanche. La lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria depuis 2009 devrait être au centre des discussions entre Ban Ki-moon et le président nigérian Muhammadu Buhari qui a pris ses fonctions fin mai. Lundi, le dignitaire déposera une gerbe pour commémorer le 4e anniversaire de l'attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU à Abuja qui avait fait 21 morts le 26 août 2011. Pendant sa visite de 2 jours, il assistera à une réunion au ministère des Affaires étrangères pour parler de démocratie, des droits de l'homme et de la neutralisation des violences extrémistes. Il rencontrera également la communauté d'affaires nigériane. Les membres de la campagne Bring Back Our Girls, Rendez-nous nos filles, ont assuré qu'ils allaient rencontrer Ban Ki-moon, ce qui n'a pas été confirmé par le gouvernement ni l'ONU. L'enlèvement en avril 2014 par Boko Haram de 276 lycéennes dans une école de Chibok dans l'état du Borno avait provoqué une forte émotion internationale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, Boko Haram a intensifié ses attaques dans l'état de Borno et dans 2 autres états voisins du nord-est. Cette nouvelle vague de violence a coûté la vie à plus de 1000 personnes et mis en échec les efforts lancés depuis le début de l'année par les armées du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger qui s'efforcent de contrer Boko Haram. Cette visite est la 2e de Ban Ki-moon au Nigeria depuis sa prise de fonction en 2007, après une première en mai 2011 qui avait été consacrée au problème de la Libye et du Soudan du Sud. En Tanzanie, la campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain a débuté dimanche avec un meeting du parti au pouvoir. Une élection qui s'annonce comme la plus serrée de l'histoire du pays et qui se joue entre John Magufuli, le candidat désigné du CCM, parti au pouvoir, et Edward Lowassa, un dissident du parti au pouvoir porté par les principales formations de l'opposition. Le Chama Mapinduzi, CCM, le parti au pouvoir en Tanzanie, a organisé un vaste meeting de ses partisans dans la capitale Dar es Salaam. Un rassemblement au cours duquel son candidat pour la présidentielle John Magufuli a promis de mettre fin au fléau de la corruption.
Il a également promis la mise en place d'une juridiction spéciale pour mettre fin à l'injustice et au harcèlement des citoyens. À 55 ans, John Magafuli espère succéder à l'actuel président Jakaya Kikwete qui achève un second quinquennat et qui, conformément à la Constitution, ne brigue pas un troisième mandat, un fait plutôt rare dans la région. Le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1964, détient actuellement les 2/3 des sièges au Parlement, mais il apparaît affaibli par des dissidences et par une série de scandales de corruption. Pendant ce temps, les 4 principaux partis d'opposition ont réussi à s'unir pour désigner un candidat unique, une stratégie qui pourrait remettre en jeu la suprématie du CCM sur la vie politique tanzanienne. L'opposition unie a choisi l'ex-premier ministre Edouard Lowassa, qui a quitté le parti au pouvoir en juillet dernier, faute d'avoir obtenu son investiture pour la présidentielle. Les opposants réels ou supposés au président Pierre Nkurunziza sont couramment victimes de torture au Burundi. Ils sont frappés à coups de barre de fer ou brûlés à l'acide par les forces de sécurité. Des faits dénoncés ce lundi par Amnesty International. Le service national des renseignements emploie la torture pour extorquer des aveux et recueillir des renseignements au sujet de manifestants. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses testicules, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour batterie. Amnesty International a constaté ces blessures, elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et le service national des renseignements. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes qui ont été détenues. Nous espérons que notre rapport « Just tell me what to confess to », qui signifie « Dites-moi juste ce que je dois avouer », va montrer à quel point le problème est sérieux et comment l'usage de la torture pour réprimer les manifestations et les dissidents va diviser le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que ça dégénère complètement. Voilà, au Maroc, la campagne pour les élections communales et régionales du 4 septembre a déjà également été lancée. Il s'agit de scrutins qui représentent un test majeur pour les islamistes après leur première victoire électorale en 2011. Les candidats ont officiellement entamé leur campagne et peuvent donc faire la promotion de leurs différents programmes. En tout, 30 partis sont en lice. Parmi eux, le parti islamiste Justice et Développement, grand vainqueur des élections législatives de 2011 et à la tête du gouvernement, pour qui ces élections constituent un test majeur. Nous n'avons aucune preuve ou indice que nous allons gagner ou être classés premiers. Mais si c'est le cas, nous le méritons et sinon ce n'est pas bien grave. Vous voulez vaincre le PJD? Je vais vous dire comment y parvenir. Retroussez vos manches. Ce scrutin est le premier organisé dans le royaume marocain depuis la nouvelle constitution adoptée par référendum en 2011. La campagne électorale prendra fin la veille du scrutin, soit le 3 septembre à minuit. Les gardes-côtes italiens ont secouru dimanche 300 migrants supplémentaires en mer Méditerranée. Le total de personnes secourues en 24 heures samedi est l'un des plus élevés de ces dernières années. Les premiers groupes de migrants ont commencé à arriver dans les ports italiens dimanche après-midi. Aucun décès n'a été signalé parmi les migrants qui devaient être acheminés vers les ports du sud de l'Italie. Puis la Corée du Sud a averti ce lundi même qu'elle ne battrait pas en retraite dans le face-à-face militaire tendu qui l'oppose à la Corée du Nord. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a déclaré que Séoul n'atteindrait pas ses haut-parleurs, tant que Séoul ne s'excuserait pas. La Corée du Nord doit présenter des excuses claires et promettre de ne pas se livrer à de nouvelles provocations. C'est ce qu'a déclaré la présidente
de la Corée du Sud. La présidente Park Geun-hye a exigé des excuses donc claires de Pyongyang pour l'explosion de mines antipersonnelles qui a mutilé en début de mois 2 soldats sud-coréens à la frontière. La Corée du Nord dément avoir joué le moindre rôle dans l'affaire des mines antipersonnelles et pour les analystes, il est totalement improbable qu'elle accepte de présenter ses excuses. Les deux États rivaux tentent d'apaiser la situation. La durée même des négociations entrées dans leur 3e jour dans le village frontalier de Panmunjom illustre la difficulté pour les deux parties de parvenir à un compromis donc acceptable. Un tour au Liban pour finir. La crise des déchets s'est aggravée dimanche à Beyrouth où des affrontements ont à nouveau éclaté entre la police et des manifestants. On déplore plus de 70 blessés pendant que la pression s'accentue sur un gouvernement paralysé par de profondes divisions. Au lendemain de heurts ayant fait au moins 16 blessés, de nouvelles violences ont eu lieu en fin de journée lors d'un rassemblement dénonçant l'incapacité du gouvernement à trouver une issue à la crise des ordures ménagères qui envahissent les rues depuis des semaines. Selon le secrétaire général de la Croix-Rouge, 43 manifestants ont été hospitalisés pour suffocation ou fracture. 200 autres ont été incommodés et pris en charge sur place. Je ne veux pas changer le régime. Je veux juste dire aux hommes politiques et aux ministres que tout le monde dans cette vie a des responsabilités. D'abord de se débarrasser des ordures, ensuite de nous fournir de l'électricité et de l'eau et que nous avons droit à ces services au moins. Par ailleurs, 30 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont un grièvement, selon une source de sécurité. Le rassemblement était de nouveau organisé à l'appel du mouvement citoyen Vous Puez qui s'est désolidarisé des heurts et a insisté sur le caractère pacifique de la protestation. C'est la première fois que nous participons à une manifestation civilisée et sophistiquée, à la fois musulmans et chrétiens, afin de créer un meilleur pays. Et je veux ajouter que nos parents se sont battus les uns contre les autres dans la guerre, mais maintenant nous participons à cette manifestation pour le Liban. En première ligne dans cette crise, le Premier ministre Tamam Salam avait appelé, plus tôt dimanche, au calme et tendu la main aux manifestants. Il a appelé le Conseil des ministres à se réunir rapidement pour trouver une solution à la crise, dénonçant les divisions politiques paralysant les institutions. Pour la première fois depuis la fin de la guerre civile qui a duré 15 ans, le Liban est sans chef de l'État depuis plus d'1 an. Le Parlement est paralysé par les divisions, elles-mêmes exacerbées par les distensions sur la guerre en Syrie. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu tant plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. Merci de toujours nous rester fidèles. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.